Salut à tous, c'est Charline et bienvenue dans French Podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super utile au quotidien, les transports en français. Emmanuel, tu utilises souvent les transports en commun, toi? Oh, carrément, Charline. Pour moi, c'est métro et bus presque tous les jours. Et franchement, on a tous une petite anecdote dans le train ou en attendant le métro. C'est un vrai terrain de jeu pour pratiquer le français aussi, tu trouves pas? Totalement. J'adore observer les conversations ou même essayer de demander mon chemin, surtout quand je suis dans une ville que je connais moins. Ça me rappelle la première fois que j'ai pris le métro à Paris, j'étais perdue dans les panneaux. Oh là là, les panneaux du métro parisien, on dirait un casse-tête parfois. Bon, aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble comment parler des transports en français avec des exemples et tout ce qu'il faut pour s'en sortir tranquillement. Alors, pour commencer simplement, on a le bus, le train, le métro, c'est vraiment le trio classique. Mais tu utilises lequel le plus souvent, Emmanuel? Pour aller bosser, c'est métro direct. Mais le week-end, j'aime bien prendre le train pour sortir un peu de la ville. D'ailleurs, prendre le train ou prendre le bus, ce sont des expressions à retenir, non? Oui, exactement. Et il y a plein d'autres mots utiles. Le tramway, le RER, le ticket, l'arrêt. Et puis, parfois, les gens disent je descends au prochain arrêt. Tu te souviens d'autres phrases typiques? Ah oui, par exemple, où se trouve la station la plus proche? Ou ce bus va-t-il à la gare? C'est le genre de questions qu'on pose tout le temps quand on débarque quelque part. C'est vrai. Et ça me fait penser, les annonces dans le métro sont aussi truffées de vocabulaire intéressant. On en parle juste après. Alors, t'as déjà eu ce moment gênant où tu dois demander ton chemin à un inconnu dans le bus? Je me souviens d'une fois où j'ai juste dit excusez-moi, vous descendez à quelle station? Et là, gros blanc. Ah, je vois le genre. Parfois, les gens sont perdus aussi, ou alors ils hésitent. Moi, ce qui me fait sourire, c'est quand quelqu'un répond en chuchotant parce qu'il a peur de déranger. Mais franchement, c'est comme ça qu'on apprend, non? Oui, tout à fait. Et puis, il y a des phrases simples qui marchent à tous les coups. Pardon, ce train va-t-il à Lyon? Ou pouvez-vous me dire quand on arrive à la gare suivante? En général, les gens sont sympas et aident volontiers. C'est clair. Et puis, même si ton accent n'est pas parfait ou si tu fais une petite erreur, personne ne se moque. D'ailleurs, tu as une astuce pour bien comprendre les annonces dans le métro? Ah, les annonces, parfois c'est un vrai défi. Surtout avec le bruit du wagon et la voix un peu robotique. J'essaie toujours de repérer des mots-clés, hein, comme prochain arrêt, correspondance ou terminus. Oui, c'est comme un mini-jeu d'écoute. J'écoute surtout les noms des stations. Parfois, il faut tendre l'oreille, genre vraiment fort. Et puis, côté panneau, je regarde toujours la couleur des lignes. C'est hyper utile pour ne pas se tromper de direction. Ah, les couleurs, c'est la vie. Et puis, si tu vois sortie, tu sais où aller. Ce qui est top aussi, c'est d'apprendre les mots comme accès, changement, direction. Ça aide à rester zen quand tout le monde court autour de toi. Honnêtement, j'ai déjà suivi la foule par réflexe et je me suis retrouvé sur le quai opposé. Bon, tout ça, ça fait du voyage une vraie aventure, surtout quand on débute dans une langue. Ça t'est déjà arrivé? Oh oui, je me suis retrouvée un jour à l'autre bout de la ville parce que j'ai confondu direction Villejuif et direction La Courneuve sur la ligne 7. Maintenant, je vérifie toujours 2 fois avant de monter. Ah, ça m'est arrivé aussi. Et puis, c'est en se trompant qu'on apprend, non? Un conseil que je donne toujours, n'hésite pas à demander à un passager ou au conducteur. Les gens aiment bien aider, surtout si tu fais l'effort de parler français. Exactement. Et pour progresser, on peut aussi écouter les podcasts comme celui-ci, regarder des vidéos de voyageurs ou même lire les petits panneaux d'information dans les stations. On apprend plein de mots sans même s'en rendre compte. Oui, et puis si jamais tu te perds, c'est une occasion géniale de pratiquer une nouvelle question, genre excusez-moi, où suis-je exactement? Au final, chaque trajet devient un mini cours de français en situation réelle. Je trouve que ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Bon, on s'approche de la fin. Avant de se quitter, si tu devais donner un dernier conseil à nos auditeurs qui veulent progresser en français grâce au transport, tu dirais quoi, Emmanuel? Je dirais oser parler, même si c'est juste une phrase toute simple. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit ici. Et puis, chaque trajet, même cours, est une nouvelle chance d'écouter ou d'échanger. J'adore ce conseil. Merci beaucoup d'avoir partagé tes astuces, Emmanuel. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On espère que ça vous a donné envie de tester votre français la prochaine fois dans le bus ou le métro. Merci Charline, c'était super sympa.
Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à French Podcast et à partager vos propres petites histoires de transport sur notre page. À très vite pour un prochain voyage en français. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut à tous, c'est Charline, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle partie de French Podcast. Franchement, la dernière fois, j'ai adoré nos échanges, Emmanuel. Moi aussi, Charline. L'ambiance était super détendue et on a eu pas mal de retours de débutants qui nous ont dit à quel point nos explications leur ont facilité la vie. Ça fait plaisir, non? Carrément. Et justement, aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche tout le monde, les transports en français. Parce qu'entre le bus, le train et le métro, il y a de quoi raconter. Exactement. Et pour tous ceux qui veulent progresser en français, parler des transports, c'est incontournable. On va voir ensemble les mots-clés, les petites phrases utiles et même quelques anecdotes marrantes. Tu sais, Emmanuel, ce qui me frappe, c'est que les transports, c'est un sujet qu'on utilise tous les jours, mais auquel on ne pense pas toujours quand on apprend une langue. C'est vrai. J'ai justement reçu un message d'une auditrice qui galérait à acheter un ticket de métro à Paris. Elle savait demander un café, mais pas comment dire qu'elle voulait un aller-retour. Ça me rappelle mes premiers voyages. Je mémorisais des phrases comme « Où est la gare ?» ou À quelle heure part le prochain train ?» Et franchement, ça m'a souvent sauvé la mise. Oui, et puis, même si on ne voyage pas, parler des transports permet de raconter sa journée, expliquer un retard ou partager une expérience drôle. C'est super utile au quotidien. En plus, les transports, c'est souvent le théâtre de discussions inattendues. Ça m'est arrivé dans le bus, tu rencontres toujours des gens un peu différents. Tu sais, Charline, beaucoup de débutants confondent encore billets et tickets. Petite astuce, pour le train on dit billet, mais pour le bus ou le métro, c'est plutôt ticket. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a la fameuse question, c'est quelle ligne? Ou je dois changer où? Ça revient toujours dans les conversations sur le métro. Exactement. Et tu te souviens, la première fois que tu as entendu correspondance, je croyais que c'était une lettre. En fait, c'est juste quand on change de ligne. Haha, oui. Et puis il y a aussi terminus, prochain arrêt. Ou encore descendre à la prochaine. Ce sont des phrases qu'on entend tout le temps et qui stressent un peu au début. Surtout quand la voix dans le métro parle super vite. Mais avec un peu d'habitude, on comprend vite les mots-clés, c'est comme une petite victoire à chaque fois. D'ailleurs, tu te rappelles de ta première conversation avec un chauffeur de bus? Moi, j'étais super stressée, j'avais peur de mal prononcer mon arrêt. Oh, complètement. J'ai bafouillé un truc du genre je veux descendre à la gare, s'il vous plaît. Mais ce qui est cool, c'est que les conducteurs sont souvent patients avec les débutants. Ça, c'est vrai. Et puis, ça motive à recommencer. Même dans le train, lancer un petit bonjour, ce siège est-il libre? Ou demander à un voisin s'il descend au même arrêt, ça crée des petits moments sympas. J'adore aussi quand des débutants osent demander leur chemin à des inconnus dans le métro. Souvent, ça finit en discussion sur la ville ou les bons restos du coin. Les transports, ça rapproche vraiment les gens parfois. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter des podcasts ou des annonces pendant mes trajets. Même si je ne comprenais pas tout, ça me mettait dans l'ambiance. Tu sais, j'ai fait pareil. J'écoutais en boucle les annonces du métro parisien et puis je notais les mots que je ne comprenais pas. Ça rendait mes trajets bien moins monotones. J'encourage aussi à oser parler, même si ce n'est pas parfait. Demander un ticket, se tromper d'arrêt, c'est normal, et c'est comme ça qu'on progresse. C'est tellement vrai, Charline. Et puis, si on veut se challenger, on peut essayer de décrire ce qu'on voit autour de soi en français, même mentalement. Bah, ça muscle le vocabulaire sans s'en rendre compte. Et si on pimentait un peu, je te propose un mini-jeu. Je décris une situation, tu dois deviner de quel transport il s'agit. Allez, je suis chaud. Vas-y, lance la première situation. Alors, tu entends. Veuillez laisser descendre les voyageurs avant de monter. Où est-ce qu'on entend ça? Facile. C'est dans le métro, à chaque arrêt. À force, on la connaît par cœur, celle-là. Bien joué. À toi maintenant, donne-moi une. D'accord. Ce train à destination de Lyon partira voie 7. Devine. Ah, c'est la gare. J'ai eu un flashback de mes voyages en TGV. Ce jeu est parfait pour mémoriser les formules courantes, tu trouves pas? C'est fou comme on utilise tous ces mots et situations au quotidien. Au final, ça devient presque automatique avec un peu de pratique. Et puis, chaque galère ou fou rire dans le bus ou le métro, ça fait partie de l'apprentissage. Osez parler, lancez-vous dans une petite conversation. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. On reçoit souvent des messages de débutants qui hésitent à prendre la parole. Franchement, tout le monde se trompe au début, c'est normal. Et souvent, les gens sont bienveillants. Petit conseil, même si vous ne comprenez pas tout du premier coup, persévérez.
Les transports sont un terrain de jeu pour pratiquer le français dans 1000 situations différentes. Et si jamais vous vivez une situation marrante ou inattendue, racontez-nous. On adore partager vos histoires dans le podcast. Bon, Emmanuel, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs débutants se sentiront plus à l'aise dans le bus, le train ou le métro. Merci à tous d'avoir été avec nous. Continuez à nous envoyer vos questions, vos anecdotes, ça rend l'aventure encore plus vivante. Et pensez à écouter cet épisode en déplacement. Ça vous mettra tout de suite dans l'ambiance. Rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de French Podcast. À bientôt, prenez soin de vous et surtout, amusez-vous en français, même dans les transports. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source un peu différente. C'est pas un article, pas une étude. C'est le titre d'une ressource d'apprentissage LEAP. Parler des transports en français, conversation bus, train, métro, podcast français pour débutants. Alors, l'idée, c'est pas de faire une leçon de français, évidemment. On va plutôt tenter une sorte d'ingénierie inversée. Comment est-ce qu'on construit un guide comme ça? Comment est-ce qu'on aborde un sujet aussi essentiel et parfois angoissant que les transports en commun quand on débute? On va essayer de décortiquer ensemble les scénarios, le vocabulaire, bref, tout ce qui est jugé incontournable pour rendre quelqu'un autonome dans une ville francophone. Oui, et c'est une approche qui est fascinante parce qu'on touche tout de suite à une question fondamentale de l'apprentissage. Est-ce qu'une ressource comme celle-là, elle doit enseigner le français très formel qu'on utiliserait à un guichet, ou alors les quelques mots-clés, presque du jargon, dont on a besoin pour, je sais pas, acheter un ticket sur une borne en vitesse? C'est pas juste du vocabulaire, c'est une stratégie. Apprendre à survivre ou apprendre à bien parler. Idéalement les deux, bien sûr, mais par où on commence? Ces quelques phrases qui ont l'air si simples, c'est vraiment la clé qui transforme une expérience qui peut être stressante en une simple formalité. C'est tellement vrai, il y a la pression du réel dès la première seconde. Alors, suivons cette logique. On arrive dans une gare, il y a la file, les gens derrière qui sont pressés. Par quoi une ressource pédagogique doit commencer pour nous préparer à ce petit moment de stress? J'imagine l'achat du billet. C'est le premier obstacle, oui. C'est là que tout se joue en fait. La ressource, elle doit fournir la phrase magique, le sésame, bonjour, un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Mais le plus important, c'est pas billet pour Lyon, c'est tout ce qu'il y a autour. Ah oui, Cette toute petite interaction au guichet, c'est un mini résumé de tous les codes sociaux français. Le bonjour, ce n'est pas juste une salutation, c'est la clé qui déverrouille la conversation. Sans ça, on peut être perçu comme froid, voire impoli. c'est plus un code d'accès qu'une simple formule de politesse en quelque sorte. Exactement. Et une bonne ressource, elle doit expliquer ça. Elle doit enseigner ce rituel. Bonjour pour commencer, s'il vous plaît avec la demande, et puis merci et au revoir pour conclure. C'est une petite chorégraphie. Ensuite, bien sûr, vient le vocabulaire plus technique. Les options. Voilà. Le guide doit offrir un petit éventail. Est-ce qu'on demande un ticket pour le métro, ou un carnet de 10 tickets si on reste quelques jours, ou le classique, un aller simple contre un aller-retour? Chaque mot ouvre une porte différente. Oublier d'enseigner cette différence, c'est un peu... c'est comme donner une clé sans expliquer quelle porte elle ouvre. Je vois. Donc la première étape, elle est moins grammaticale que sociale et stratégique. C'est une distinction importante. Bon, on a survécu au guichet, on a notre ticket. On descend sur le quai du métro, et là, c'est le chaos. Le bruit, la foule, les annonces qui crachotent dans les haut-parleurs. Comment est-ce qu'une ressource peut préparer à ce choc? Alors elle ne peut pas vraiment préparer au choc en lui-même, mais elle peut donner des outils pour le gérer. Là, on quitte la conversation polie du guichet pour entrer dans le domaine de la survie, quoi. Personne ne va s'arrêter pour une longue conversation. Donc la ressource doit se concentrer sur deux axes. Le premier, c'est la navigation active. Comment demander de l'aide rapidement? Des phrases très courtes, j'imagine. Très courte, très directe. Pardon, la ligne 4, ou pour aller à l'opéra s'il vous plaît. Le but, c'est pas de faire la conversation, c'est d'obtenir une info vitale en moins de 5 secondes. Et le deuxième axe, ce serait la compréhension passive. Essayer de décoder ce qui se passe autour de soi. Précisément. Et là, on touche à une compétence très très spécifique, ce que j'appellerais la compétence de survie auditive. C'est un vrai défi. Personne, même un francophone, ne comprend l'intégralité des annonces du métro. Le son est mauvais, il y a de l'écho, le bruit de la rame qui arrive. C'est impossible. Donc, la stratégie qu'un bon guide doit enseigner, c'est pas de tout comprendre, c'est d'isoler les mots-clés. Un peu comme un filtre, en fait. À se focaliser sur un lexique de crise. Station, arrêt, terminus, correspondance, direction.
Et aussi perturbé, interrompu. L'objectif, c'est pas la fluidité, c'est l'efficacité. C'est crucial pour pas se retrouver bloqué sous terre sans comprendre pourquoi. Et au-delà de l'auditif, il y a le physique. Se frayer un chemin dans une rame bondée, vouloir sortir. Absolument. La ressource doit aussi enseigner le langage du corps, les micro-interactions. Le simple mot pardon est un outil incroyablement puissant. D'ailleurs, il est une nuance subtile. Ah oui. Un bon guide donnerait ces deux options parce qu'elles n'ont pas la même fonction pour naviguer dans l'espace physique. On n'est plus dans la grammaire, là, on est dans la physique sociale. Cette idée de compétence de survie est parfaite. Bon, si on se trompe dans le métro, au pire, on perd 10 minutes, on descend, on prend l'autre sens. Mais le titre mentionne aussi le train. Et là, les enjeux changent complètement, n'est-ce pas? Radicalement. Pour un TGV, une erreur, ça coûte pas 10 minutes. Ça peut coûter un billet de 100 € et un voyage raté. La pression est bien plus forte. Le vocabulaire que la ressource doit fournir devient donc plus précis, plus technique. On ne parle plus d'arrêt, mais de gare. Et puis, il y a les faux amis à désamorcer. Comme par exemple? Le quai, pour un anglophone, the quay, c'est la plateforme. Mais en France, c'est la voie, le track. Ou la voiture, qui ne veut pas dire une automobile, mais le wagon du train. Ce sont des détails qui peuvent créer une confusion énorme au moment le plus stressant. Immense, oui. Imaginez chercher la voiture 12 en pensant chercher une voiture sur le parking. Donc, la ressource doit couvrir des scénarios très spécifiques. Trouver le bon quai, trouver sa place dans le train. Le TGV pour Marseille, c'est quelle caisse, s'il vous plaît? Ou, excusez-moi, je cherche la voiture 12. Et puis, il y a le saint graal des spécificités culturelles françaises en matière de train. Laissez-moi deviner, composter son billet? Pour quelqu'un qui n'a jamais pris le train en France, ça sonne complètement abstrait. Ça veut dire quoi concrètement? On le met dans une boîte aux lettres, c'est ça? C'est une excellente question et elle illustre parfaitement le piège. Une ressource pédagogique efficace se doit d'avoir une section, même visuelle, là-dessus, expliquer qu'avant de monter, il faut trouver une petite machine jaune ou orange, souvent peu visible, et y insérer son billet pour qu'elle imprime l'heure et la date. C'est un geste mécanique pour les Français, mais totalement contre-intuitif pour un étranger. Et si on oublie? Si on oublie, même de bonne foi, on est considéré comme un fraudeur par le contrôleur. Et l'amende peut être très très salée. J'ai un ami américain qui, la première fois, a pris une amende colossale. Il pensait que composter, ça avait un rapport avec le jardinage, le compost. Non. Si. Il a gardé son billet tout neuf, impeccable, dans sa poche, très fier de lui, jusqu'à ce que le contrôleur arrive. Ça illustre parfaitement que la langue sans le mode d'emploi culturel, ça ne sert pas à grand-chose. Le guide ne doit pas être juste un dictionnaire, mais un véritable manuel d'instruction culturelle. C'est un exemple parfait. On a donc vu l'achat, la survie dans le métro, les pièges culturels du train. On a couvert les scénarios où tout se passe plus ou moins bien. Mais que se passe-t-il quand ça tourne vraiment mal? Le titre du guide, c'est « Conversation ». Ça suggère qu'on doit aussi se préparer à l'imprévu. C'est le niveau supérieur de l'apprentissage, ça. C'est le moment où on passe de la survie passive à la résolution active de problèmes. Un bon guide doit fournir ce que j'appelle des kits de réparation linguistique. Des phrases simples, mais robustes, pour gérer le stress. Comme par exemple, disons, on est dans le bus, on réalise qu'on vient de rater son arrêt. Le cœur s'emballe, on panique un peu. Quelle est la phrase de ce kit de réparation? La plus simple et la plus efficace serait « Excusez-moi, je crois que j'ai raté mon arrêt. Que dois-je faire ?» Cette phrase, elle fait 3 choses en même temps. 1. Elle signale le problème. 2. Elle explique la nature du problème. Et 3. Elle demande une solution. Ou si on est perdu, « Pardon, je suis perdu, je cherche la place de la Concorde ». Le plus important, c'est leur simplicité. Sous l'effet du stress, notre cerveau a du mal à construire des phrases complexes. Il faut des formules toutes prêtes. Et pour une situation très française, comme une grève, on arrive à la gare, le panneau d'affichage clignote « Trafic perturbé », c'est le scénario catastrophe. Quelle est la phrase qui peut nous sauver? Là, le kit de réparation doit être très orienté solution. La meilleure phrase, c'est probablement « Bonjour, mon train pour Lille est annulé. Y a-t-il un autre moyen pour y aller ?» Encore une fois, on expose le problème, train annulé, et on demande une alternative, un autre moyen. L'intérêt ici, il est aussi psychologique. Le simple fait d'avoir mémorisé ces quelques phrases d'urgence, ça transforme la dynamique. On n'est plus une victime impuissante de la situation, on a un outil pour reprendre un minimum de contrôle. C'est une trousse de premier secours psychologique, en fait.
Ça donne confiance pour oser demander de l'aide. Alors, si on fait la synthèse, on se rend compte qu'une ressource comme Parler les transports en français est un projet bien plus ambitieux qu'une simple liste de mots. C'est un vrai manuel d'autonomie. C'est l'outil qui permet de décoder un système complexe, de naviguer ses règles, explicites et implicites, et de transformer chaque déplacement, qui pourrait être une source de stress, en une opportunité de pratiquer et de se sentir plus confiante. Chaque ticket acheté, chaque direction demandée, c'est une petite victoire en fait. C'est tout à fait ça. La conclusion, c'est que l'objectif final, c'est pas seulement d'aller du point A au point B, c'est de commencer à appartenir à l'endroit. C'est de comprendre que chaque interaction, même la plus banale, c'est un acte de participation à la vie de la cité. En maîtrisant ces petits échanges, on ne fait pas que traverser un espace en tant que touriste, on commence à l'habiter, à y prendre sa place. C'est un changement de statut fondamental. Et ça nous amène une dernière réflexion, peut-être un défi pour la personne qui nous écoute. Au-delà des transports, quelle est la prochaine situation du quotidien qu'on pourrait décortiquer de la même façon? Aller à la boulangerie, par exemple, c'est pas juste une baguette, s'il vous plaît. Il y a tout un rituel, non? La file d'attente, le bonjour général en entrant, la question « et avec ceci ?», le choix de la cuisson du pain. Ou commander un café. Commander un café, aller au restaurant, prendre un rendez-vous. Le défi, ce serait de choisir une de ces situations et d'essayer d'en écrire le script caché. Anticiper les étapes, le vocabulaire clé, les codes sociaux. C'est dans cette déconstruction qu'on approfondit non seulement sa maîtrise de la langue, mais sa compréhension intime de la culture. Et c'est là que l'apprentissage devient vraiment passionnant.